Espace TV, le 22h. Merci de regarder Espace TV. Bonsoir à tous et bienvenue aux 22h. Au sommaire, les travaux du chemin de fer Santou-Dapilan ont débuté ce vendredi à Boké. Le coût de ce projet est estimé à plus de 3 milliards de dollars américains. Plus de 7 mois déjà depuis le lancement de la journée d'assainissement par le gouvernorat de la ville de Conakry. Chaque dernier samedi du mois est consacré au nettoyage de la capitale, comme ce samedi d'ailleurs. Où en est-on et qu'en pensent les citoyens? Réponse dans ce journal. 20 pompiers brésiliens prennent la direction du Mozambique pour une opération de secours. Après le passage du cyclone Idai, le pays est frappé par une épidémie de choléra et a besoin d'aide. La cérémonie des travaux du chemin de fer Santou-Dapilan dans la préfecture de Boké a été officiellement lancée ce vendredi par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, dans la commune rurale de Kolaboni. L'investissement total pour l'intégralité de ce projet du consortium SMB Winning UMS est estimé à plus de 3 milliards de dollars américains. Fodé Oumar Kamara, Salifouli Fossissé. La construction de cette ligne de chemin de fer de 135 km s'étendra de Santou dans la préfecture de Télémélé au port de Dapilon dans la commune rurale de Kolaboui. Pour les autorités locales, ce projet gigantesque favorisera la création de milliers d'emplois à travers la région. La création des milliers d'emplois jeunes qui vont générer la richesse et réduire la pauvreté dans les communautés. C'est ce qui est l'une des préoccupations du gouvernement du professeur Alpha Condé. Le chef du département des mines et de la géologie a expliqué l'importance de cette nouvelle zone de production et l'exploitation industrielle de Santou et Houda va s'ajouter à la construction d'une nouvelle raffinerie d'alumine dans cette zone économique spéciale. Ce projet comprend la production et l'exploitation industrielle de ressources bauxitiques dans de nouvelles zones minières, la construction d'une ligne de chemin de fer de plus de 130 km dans un corridor partant de Télémélé à Boké en passant par Bofa, et la construction et l'exploitation d'une raffinerie d'alumine. Les partenaires du consortium SMB Winning UMS ont rassuré le gouvernement guinéen de la capacité de ce projet intégré pour l'avenir du pays. À ce moment précis, je me souviens parfaitement de la cérémonie de la pose de la première pierre du projet du port de Boké il y a maintenant 5 ans. Le projet a pu être créé de rien et il a connu un grand succès grâce à la confiance accordée par le gouvernement et le soutien des populations. Et nous espérons que vous êtes satisfaits, car le projet a depuis permis à la Guinée de devenir le premier pays exportateur de bauxite au monde. Dans un ton ferme, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a invité le consortium à respecter le contenu local pour permettre aux jeunes et aux femmes à développer les activités génératrices de revenus. Sur ce plan, il y a un certain progrès. Il y a actuellement 14 groupements de Guinéens. Mais il ne s'agit pas seulement de permettre à des hommes d'affaires de transporter le groupe. Il s'agit de développer l'emploi jeune. Et j'ai insisté sur la création de groupements de jeunes afin qu'ils puissent participer au transport bauxite. Le coût de réalisation de ce projet du consortium s'élève à plus de 3 milliards de dollars US. Un conflit domanial aboutit à des actes de vandalisme. Nous sommes dans la sous-préfecture de Wonkifon, préfecture de Koya, où des jeunes surexcités ont saccagé le domicile d'un citoyen. La victime a pourtant vécu dans la zone près d'un siècle. Nous apprend sa famille. Comment en est-on arrivé là? Quelle sera la réaction du propriétaire des bâtiments détruits? Mamadou Sadio Baldé et Mohamed Alousseni Kamara nous en disent plus. Vivre près d'un siècle dans un domaine, se retrouver un beau matin sans abri, relève d'une fiction. Sauf que la famille Madiou Baldé l'a vécu vendredi 30 mars.
Des dizaines de jeunes surexcités ont détruit leurs maisons, magasins et boutiques, emporté les biens. Les assaillants n'ont pas épargné les habits, les provisions comme ces graines de riz éparpillées sur le sol. Des maisons en construction n'ont aussi pas été épargnées. Très tôt de tirer un bilan exhaustif. Il y a un peu plus d'une dizaine de bâtiments touchés. Mais en ce qui nous concerne directement, il y a 3 maisons et nos magasins et tout ce qui suit, les annexes qui sont là. Certaines femmes ont été prises à partie avant d'être sauvées de justesse. Pour le reste, les victimes ont observé la scène comme dans un film. On s'est mis à l'abri, ils ont essayé de violenter ma femme, ils ont retiré son téléphone. Je me suis juste interposé, tous ces habits ont été déchirés. Pratiquement, on ne pouvait qu'observer faire. Plus de 78 ans d'existence à Falekouye, où se trouve le domaine qui fait l'objet de litiges. Et largement Mamadou Baldé et sa famille vivaient paisiblement, raconte un de ses fils. Nous sommes nés ici. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, pratiquement. Mon papa a vécu ici plus de 78 ans sur cette terre. Un seul jour, on n'avait pas reçu des échos ou des menaces venant de certaines familles par rapport au domaine. Après 2010, Suleiman Kandé, patriarche de Koundéa, porte plainte contre la famille Baldé. Un procès que le plaignant a d'ailleurs perdu soutient son fils contre son père. Depuis, les menaces s'enchaînent. Les autorités administratives et judiciaires saisies n'ont pas été promptes dans la protection de la famille et de ses biens. NUC recense les dégâts causés afin que la procédure soit enclenchée. Que justice soit faite par rapport à cette barbarie, que moi je pourrais même qualifier de rébellion. Sur une distance de 6 km du centre-ville, des vies sont en danger, des biens détruits. Alors que toutes les autorités administratives et judiciaires étaient alertées, les assaillants, eux, ont eu le temps de détruire plus d'une dizaine de bâtiments sans qu'aucun d'entre eux ne soit interpellé. Dans la journée du vendredi, les forces de l'ordre ont sommé quelques commerçants de Madina habitant dans une famille appelée famille Fofana de libérer la concession dans laquelle se trouve une énorme quantité de marchandises, une descente qui a créé de la panique chez les commerçants qui se plaignent de la manière dont ils sont déguerpis. Ils parlent aussi de non-respect du contrat qui leur lie à la famille Fofana. Explication, Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. Nous sommes à Madina, au cœur du grand marché. Dans la journée du vendredi, les forces de l'ordre ont fait une descente musclée dans la famille Fofana où les clients occupant des magasins ont été contraints de quitter les lieux. Les raisons seraient dues à une affaire de bail qui date depuis plus de 20 ans. Les clients se plaignent de la méthode employée. Sans préavis, ils viennent d'être sortis de la concession. Aujourd'hui, on a vu les forces de l'ordre avec des gens pour enlever nos portes et nous dire si vous ne faites pas sortir vos marchandises, la machine vient, on va détruire le bâtiment sur vos marchandises. C'est tout ce qu'on sait. Pendant qu'on a payé l'année 2019, c'est en janvier qu'on a payé, donc nous sommes en mars et ils viennent sans préavis. Sans l'aval de certains fils de la famille, l'aîné de la famille Fofana est soupçonné par ses frères d'être en complicité avec certains de leurs frères dont le seul but est de revendre la concession. Certains commerçants résident dans cet immeuble depuis belle lurette. Ils parlent du premier bail négocié par leur père. Depuis, 5 de ses enfants se seraient dissociés des autres pour revendre les lieux. D'autres s'opposent. En 93, notre père avait baillé pour la première fois la concession à un commerçant. Ce premier bail a pris fin au vivant de notre père. Après 17 ans, le commerçant a rendu les lieux à notre défunt père. C'est après son décès que nous avons confié la concession à l'aîné pour que chaque année il nous donne cet argent. Aujourd'hui, il a réuni les forces de l'ordre pour sortir nos clients des magasins. Je demande l'aide du gouvernement afin de nous rétablir dans nos droits. La descente des forces de sécurité sur les lieux a provoqué une énorme panique chez les citoyens. Depuis, toute la soirée, ils ont sillonné dans la zone pour interdire toute occupation de la concession. L'affaire est désormais à la justice.
8e journée des opérations d'assainissement de la ville de Conakry engagée par le gouvernement. Ce samedi a été marqué par le début d'opérations d'assainissement de la société Al Bayrak, désormais chargée de propriété de la ville de Conakry. Abdourahmane Ba et Al-Seni Kamara ont suivi le démarrage des travaux suivants. Ils sont des centaines à arpenter les rues avec à la main des balais, des pelles et des brouettes. Ils sont certes épris de volonté, mais ce mécanisme est lent. Désormais, ce sont les camions et outils fournis par la société Al Bayrak qui vont s'occuper de l'assainissement de la ville de Conakry. Aujourd'hui, c'est le point de départ de ce que nous avons appelé il y a 5 ou 6 mois, avec l'engagement d'un opérateur, avec des commandes massives d'équipements. Cette phase pilote met à la disposition des Konakrika, des Kalumka, des bacs à ordures. Il y en a des centaines au niveau des familles pour que aucune ordure ne soit jetée dans la concession, dans la voie publique, etc. Cette opération est un essai, précise le responsable de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Les prochaines étapes seront plus intenses et quotidiennes. Il y aura 3 équipes qui vont tourner au niveau de ces communes, de 6h à 14h, de 14h à 22h, de 22h à 6h du matin. Les équipes vont tourner en permanence pour enlever les ordures et les déposer là où il faut déposer. Pour un premier temps, cette opération va se tenir exclusivement dans Kaloum pour ensuite s'étendre dans les communes et villes à travers le pays. Les responsables de la commune saluent l'initiative et prévoient déjà des mesures d'accompagnement. Ensuite, il faut maintenant une forte sensibilisation que nous commençons d'ailleurs la semaine prochaine pour entrer dans les quartiers, dans les familles, pour sensibiliser les gens à la gestion des ordures. Dans les autres communes de la capitale, les jeunes font du mieux qu'ils peuvent pour rendre propre leur environnement. Près de 7 mois, les autorités guinéennes ont initié des journées d'assainissement à la dernière semaine de chaque mois. Les citoyens sont-ils satisfaits? Que doivent-ils proposer encore au gouvernement pour rendre plus propre la capitale? Des éléments de réponse dans ce reportage de Djibril Ba et Daliouba. Ils sont nombreux, les citoyens, à demander plus d'efforts au gouvernement pour rendre propre la ville de Conakry. Nos interlocuteurs, visiblement, ne sont pas du tout contents pour le moment des actes posés dans le cadre des journées d'assainissement. Non, je ne suis pas du tout satisfait. Parce que pourquoi? Partout où tu vas trouver un tas d'ordures. Surtout dans la capitale. C'est ici, chez nous, que tu vois ces genres de trucs-là. Les sentiments sont mitigés. Dans la mesure où nous constatons que tantôt on nettoie, tantôt d'autres sont en train de salir. Chérif Aïdara et cet autre citoyen qui dit le contraire. Oui, nous sommes un peu satisfaits si ça continue. Mais le problème guinéen, c'est la continuité, quoi. Toutefois, il demande aux autorités des mesures qui s'étendent aux élus locaux. Car, disent-ils, la gestion des ordures reste un véritable défi qui se présente à tout le monde. Il ne faut pas qu'on les nomme pour venir juste s'asseoir dans les mairies. Ils vont tout faire pour que les ordures là, au moins, n'ont qu'à quitter. C'est leurs travaux. C'est un acte citoyen que nous devons tous nous engager, même si vous n'aimez pas le gouvernement en place, mais ça va dans le sens de l'émancipation et du nettoyage de la ville. La ville de Conakry, jadis, était la perle de l'Afrique de l'Ouest. Une image, jusque-là, qu'elle tente de retrouver après plusieurs initiatives d'assainissement faites par les différents gouvernements. Récemment, une communauté Peul résidant au Mali a été agressée. C'est suite à cet événement que le président de l'association Tabital Poulakou International a fait une déclaration. L'objectif de ce point de presse était de condamner cet acte. Il demande à toutes les ethnies de se donner la main pour éviter un éventuel incident. Le reportage est signé Bintou Traoré et Yacouba Traoré, rendu en studio par Idrissa Bari. Dogousagou est le nom du village. Il est situé au Mali. C'est en ce lieu que cet affrontement s'est produit le 23 mars dernier. Le président de l'association Tabital Poulakou condamne cette action.
Il demande aux Africains de s'unir et de mettre fin aux guerres ethniques. Association meɗen on ko tabital pula ko fulɓe adi kono ko fulɓe ɓe jooɗodi e kala kawtal mo ɓe wondi wonɗo pullo hina kono ɓe wondira moƴƴiri. L'objectif de l'association, ce n'est pas que pour l'unité des peuples, mais c'est pour tout le monde. L'acte qui vient de se produire au Mali, nous le souhaitons dans aucun pays du monde. Dans un monde en mutation pour le développement, ce genre d'acte ne doit pas se produire. Les Occidentaux ne s'identifient pas à l'ethnie, mais à l'appartenance du pays. Dans la même lancée, il sensibilise toutes les ethnies du monde entier de s'aimer et d'œuvrer pour la paix dans tous les pays, surtout là où il y a la guerre, car pour lui, sans paix, pas de développement possible. Nous prions Dieu pour que nous nous aimions les uns les autres. Et ce message, ce n'est pas qu'au peuple, mais à toutes les personnes sensibles. Œuvrons tous pour que ce genre d'événement malheureux ne se reproduise jamais. Le président de l'association Tabital Poulakou a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures pour rétablir de l'ordre au Mali et à œuvrer à ce qu'un tel acte ne se reproduise désormais dans aucun pays du monde. Plus de 340 étudiants licenciés de l'Université générale Lansana Conté de Lambagny ont reçu leur diplôme ce samedi. Cette cérémonie de remise a été marquée par des conseils de la part du fondateur de l'institution. Les étudiants sortants, eux, se disent prêts à affronter le marché de l'emploi. C'est un public reportage signé Makiso et Alseni Kamara. C'est une université qui était pleine à craquer ce samedi. L'Université générale Lansana Conté de Lambagny met fin à 3 ans d'études des étudiants en MIH, droit, économie et en sociologie. Ces différentes promotions portent d'ailleurs le nom du ministre de l'Élevage. Cette cérémonie de remise de diplôme consacre le succès de plusieurs années de labeur, de persévérance, avec le soutien inconditionnel de vos parents, à qui vous devez beaucoup, pour ne pas dire tout. Roger Patrick Milimounou, enchanté, offre des études en master à certains étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Lambagny, un geste qui traduit une longue amitié avec le fondateur de l'institution. Que les parents ne laissent pas les filles aller se promener que de venir à la bibliothèque lire. Ne pas laisser les garçons aller s'asseoir dans les cafés pour ne rien dire, aller bavarder inutilement. Il y a une bibliothèque, il faut qu'ils acceptent de travailler. Les apprenants feront face aux réalités du marché de l'emploi. Déjà, ils se disent prêts à se lancer. Le marché d'emploi en Guinée n'est pas du tout facile. Et là, du coup, nous sommes tenus obligés de ne pas penser d'abord à l'État, penser à nous-mêmes, de faire en tout cas de la sorte qu'on arrive à créer nos propres entreprises, afin d'employer, de ne pas se faire employer par les autres personnes. Les 340 étudiants sanctionnés par des diplômes de licence rejoignent donc leurs familles respectives dans une ambiance totale. La problématique de l'emploi jeune au centre d'un débat au siège du parti RDA. Les conférenciers croient connaître les causes. Ils ont aussi défendu les mérites de la révolution. Le reportage est signé Djibril Ba, Mohamed Alouseni Kamara. Pour plus de détails. Les cadres du parti PDG-RDA dénoncent vigoureusement le manque d'emploi d'une grande partie de la jeunesse guinéenne. Il est difficile pour des jeunes sortant de l'université de trouver leur premier emploi. Les causes, selon les conférenciers, ne datent pas aujourd'hui. La plus remarquable et la plus poignante se situe dans le coup d'État militaire orchestré par la soldatesque ivrogne du 3 avril 1984 et surtout n'ayant aucune notion de la chose publique. Les membres du Parti révolutionnaire sont toujours convaincus que la main de l'Occident a eu ses effets sur la situation des jeunes et de nombreux travailleurs guinéens. Au-delà de ces aspects déplorables, les conséquences d'une telle situation affectaient profondément les valeurs morales et politiques, les capacités physiques et intellectuelles de l'ensemble de la jeunesse guinéenne. Du secteur commercial en passant par d'autres services,
Ils ont fait un regard plus large qui explique ce malaise. Pour revenir sur ces causes, en effet, n'oublions pas que l'un de ces programmes a été la réduction des effectifs de la fonction publique, autrement appelée les déflatés. Une réduction qui ne pouvait être que la mise au chômage de certains travailleurs de la fonction publique qui n'avaient guère atteint l'âge de la retraite. Depuis les premiers jours de l'indépendance nationale, les conférenciers affirment que le parti PDGRDA s'est fixé comme objectif la réorganisation de la jeunesse guinéenne, maintenue dans l'insouciance et l'inconscience. Entre avril et juillet 1994, le génocide au Rwanda a fait 800 000 morts essentiellement au sein de la minorité Tutsi. 25 ans plus tard, le processus de réconciliation entre victimes et bourreaux reste lent, mais pas impossible. Pascal fait partie des hommes qui ont tué le père de Jean Bosco. Les deux hommes se connaissent depuis l'enfance. Jean Bosco a réussi à pardonner. Reportage. Pascal. L'accolade est longue et chaleureuse. Pascal et Jean Bosco se connaissent depuis 50 ans. Ils étaient à l'école ensemble. Mais il y a 25 ans, leur amitié bascule. Pascal fait partie du groupe qui a assassiné le père de Jean Bosco lors du génocide. C'est une très bonne chose que nous soyons assis ensemble. D'autres devraient suivre notre exemple, de se comprendre comme nous l'avons fait après le génocide. Après nous être pardonnés, notre relation est bien meilleure qu'avant. Je le vois aujourd'hui comme un de mes meilleurs amis, un de mes amis les plus proches. Ces deux paysans ont la soixantaine. Ils vivent dans le village de Mutete, à 45 km au nord de Kigali, une région agricole où ils font pousser du manioc, du sorgho ou encore des patates douces. Travailler semble évident aujourd'hui, mais le chemin vers le pardon n'a pas toujours été facile pour Jean Bosco. Ce n'était pas facile. Je ne me sentais pas capable d'adresser la parole ou de partager quoi que ce soit avec les responsables de ce qui s'est passé. Mais avec le temps, avec la prière, le dialogue a été renoué petit à petit. Nous avons commencé à pardonner, à parler du pardon et à l'enseigner. En avril 1994, Mutete a payé un lourd tribut à la folie sanguinaire des miliciens Hutus. Plus de 1000 de ses habitants ont été tués. Jean Bosco a survécu, mais il a perdu sa femme et 4 de ses 6 enfants. Son père, qui avait réussi à fuir, a été rattrapé plus tard dans la forêt. Pascal était dans le groupe qui l'a tué. C'était une honte indicible, je ne vais pas vous mentir. On a honte de se présenter devant une personne à laquelle on a fait tant de mal. On partageait tout avec Jean Bosco, on était en classe ensemble. Le fait que j'étais un de ceux qui a tué son père était un énorme problème. Et je ne l'accusais de rien en plus. C'est pour ça que c'était très difficile pour moi de l'admettre. Pascal a passé 18 années en prison après avoir été condamné par un tribunal populaire. Pour Jean Bosco, la reconstruction a été longue. Aujourd'hui, il est remarié et a eu 5 enfants. Un groupe de 20 pompiers brésiliens monte à bord d'un avion militaire avec leur matériel pour aider aux opérations de secours au Mozambique après le passage du cyclone Idai qui a ravagé le pays où une épidémie de choléra est à craindre. Suivez. Des soldats brésiliens à la rescousse au Mozambique. Il y a 15 jours, le cyclone Idai a fait plus de 500 morts dans le pays. Nous partons avec 20 hommes, 2 véhicules, 2 bateaux et beaucoup d'équipements. En plus du matériel de campagne pour l'autonomie de mes troupes, les conditions de santé et de sécurité sont inquiétantes sur place. C'est pourquoi les militaires ne devront affaire qu'avec le matériel et la nourriture qu'ils transportent. Les conséquences du cyclone sur place, une possible épidémie de choléra. La bactérie qui se répand via la matière fécale provoque de sévères diarrhées. Les inondations ont mélangé eau usée et eau potable contaminent ceux qui la boivent. Et c'est un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV.